nous allons le faire au travers de questions. Donc je vais me permettre de poser la première question à l'ensemble de nos intervenants en m'appuyant sur deux choses. La première, c'est Chantal l'a évoqué dans son introduction, Hilaire n'était pas encore là. Mais si vous vous rappelez, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Pinocchio. Et si vous vous rappelez, au moment où Jiminy Cricket reçoit de la fée la charge d'être la conscience de Pinocchio, c'est un moment précis du film. C'est au moment où Pinocchio reçoit la capacité de parler, la langue. La langue. Et la deuxième référence, pour avoir une référence psychanalytique, c'est sur Lacan, qui considérait que l'inconscient était structuré comme un langage. Donc, en fait, depuis le début des interventions, je me posais la question de ce lien entre une certaine forme de langue, ou de langage, qui peut être intérieur, qui n'est pas forcément la langue que l'on parle, vous l'avez bien exprimé au départ, et de la conscience. Quel lien, que ce soit du domaine animal ou du domaine psychanalytique ou du domaine philosophique, vous faites entre le langage ou une certaine forme de langage et la conscience? Je me permettrai, si celui qui veut commencer à répondre, langage et conscience. Ben, c'est plutôt Lacan que Jung qui répondrait à cette question, en définitive. Mais bien sûr, au travers ces archétypes qui eux-mêmes ne se manifestent jamais qu'au travers de leur expression, symbolique ou sensible. C'est ce qui fait toute la difficulté des archétypes jungiens. C'est que l'archétype jungien n'est pas sa manifestation. Il faut aller au-delà de sa manifestation pour comprendre comme une sorte de forme structurante. Mais il est certain que le langage reprend toutes ces formes, c'est-à-dire l'expression, et on peut dire l'empreinte dans la langue de ces archétypes. C'est-à-dire qu'en étudiant les livres sacrés, la table d'émeraude, par exemple, vous savez, qui est le texte fondateur de l'alchimie, qui a beaucoup étudié Jung, en étudiant la façon aussi dont les choses sont dites, on y trouve évidemment cette structure archétypale dont j'ai parlé. Donc l'inconscient se manifeste bien sûr ainsi dans le langage. Jung ne renie pas non plus ce qu'il y a de vrai, vous savez, tout ce que disait Freud avec les lapsus ou autres, qui effectivement, mais ça c'est plutôt l'inconscient personnel. Mais en ce qui concerne l'inconscient collectif, bien entendu, les grands textes fondateurs, par exemple la Bible, emportent l'empreinte. Oui, Nora, au niveau l'univers animal, langage et conscience. Moi, je suis absolument pas là-dedans, en fait. Je vais peut-être vous choquer. Moi, je pense que le monde est langage et qu'en fait, le monde est un agglomérat d'informations et que, en fait, d'ailleurs, ça a été confirmé par la physique quantique. La matière n'existait pas en tant que telle. C'est juste des états vibratoires où il y a des interconnexions, des informations. Et la conscience, pour moi, est juste quelque chose qui va expliciter en fait ces informations. En gros, par exemple, vous êtes assis. Ok, vous êtes assis. Votre corps vous donne des informations en disant que vous êtes assis. Mais si vous êtes conscient du fait que vous êtes assis, là, l'information arrive. Là, vous n'avez pas conscience que vous avez votre main sur votre bouche. C'est une information que votre corps vous donne. C'est un langage, comme quel que soit le mot que vous allez utiliser. Mais si vous donnez la conscience à votre esprit que vous avez votre main sur la bouche, là, l'information arrive. En gros, c'est exactement la même chose. Je ne suis pas du tout dans tout ce qui est théorie, tout ça. Ce qui est important, en fait, à l'heure actuelle, pour moi, en tant que vétérinaire, et du coup, avoir un recul justement sur cette conscience, je me dis que l'inconscient pour l'animal, et puis par la pratique et l'expérience, quelque part, c'est juste un concept intellectualisé qui est très intéressant dans les débats, mais qui n'a pas de sens pratique, puisqu'en fait, c'est juste une conscience qui est toujours continue, comme l'animal a toujours un présent continu, comme l'animal est toujours en information, et que l'animal est toujours conscient de son environnement, et qu'ensuite, en fonction en fait, de son contexte physiologique, environnemental et même métabolique, en fonction de son stade reproductif,
ou comportemental, il va donner une inconscience ou pas. Vous allez être conscient de m'écouter, vous êtes conscient d'écrire, parce que vous avez envie d'écrire, mais vous n'êtes pas conscient, par exemple, que votre foie est en train de sécréter des glycogènes, vous n'êtes pas conscient que le pancréas sécrète de l'insuline, vous n'êtes pas conscient que votre cerveau sécrète des pensées. Donc tout ça, en fait, c'est des mots que vous donnez, c'est une réalité, vous mettez des étiquettes, mais c'est pas... Si vous avez une vision globale des choses, du coup, vous voyez que ça, c'est un continuum et que les animaux nous montrent que c'est tout ça un continuum. Donc, du coup, si on reste dans l'aspect humain, philosophique, on parle de l'humain, donc on reste dans des concepts humains. Mais si on veut une vision plus globale, je pense, c'est mon interprétation, de la conscience, du langage, de l'information, ce que vous voulez, à ce moment-là, on reste un peu plus humble et se dire qu'en fait, on est juste qu'un aspect d'un monde beaucoup plus complexe d'informations qui ne peut pas être décrit simplement par des mots. Merci. Jean-François, vous voulez rajouter quelque chose ? Je pense que le fait de se penser d'un point de vue humain dans un continuum ne dispense pas de penser la singularité de l'humain. C'est ça la question, c'est de savoir ne pas, si vous voulez, alors après, bon, ça dépend évidemment ce qu'on va penser comme ce qu'est le langage. Déjà, ça, c'est une question difficile. Est-ce qu'il y a une spécificité du langage humain par rapport au langage animal ? Question classique qu'on aborde en terminale. Bon, voilà. Donc, est-ce que le langage articulé est une position surplombante ou pas par rapport à d'autres types de langage ? Ensuite, quelles sont les différentes fonctions du langage ? J'ai simplement mentionné au passage le nom de Jacobson, et c'est tout à fait intéressant aujourd'hui de voir que si on n'a plus ce qu'on a eu quand même quelques années, cet impérialisme du linguiste qui a arrivé à nous expliquer tout, aujourd'hui, je n'ai pas tellement envie qu'on retombe dans une détermination monocausale par des théories informationnelles. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on articule un différent registre de discours pour penser une globalité. Et ça, je pense que nos trois interventions essaient de le montrer. C'est penser de façon beaucoup plus holiste, globale. Voilà. Et bon, pardon de le dire, mais c'est exactement la pensée du pape François actuel. Voilà, nous allons prendre des questions. Je vous demanderai d'être assez bref dans l'exposé de votre question pour que chacun des interlocuteurs puisse répondre, ou si vous avez une question à l'un d'eux, de préciser à qui vous posez la question. Gérard. Oui, c'est un peu une question qui s'adresse aux trois intervenants. Ce qui m'a un peu gêné dans vos exposés, c'est de ne pas avoir mis en évidence... Tu peux parler plus près ? Ce qui m'a un peu gêné, c'est de ne pas avoir mis en évidence les moments où un changement important a pu se produire dans le processus d'évolution concernant l'émergence de réalités tout à fait nouvelles, comme par exemple celle du langage ou celle de l'outil. Je précise ma question. Au niveau animal, il est certain que l'émergence de la pensée symbolique, son premier stade, c'est chez l'Homo habilis que ça se produit. Parce que chez l'Homo habilis, il va y avoir l'invention de quelque chose qui n'existe pas, que l'on imagine, qui sera utile au cas où, c'est-à-dire l'outil. L'outil éclaté, l'arête tranchante du silex. Les chantiers de Pebble Industries que Teilhard était venu, voir en Afrique du Sud, c'est quelque chose de très important. Et ça se produit il y a 3 millions d'années. Okay, bon. C'est un moment important. Le second moment, chez les Erectus, l'émergence que va permettre les obligations de comportement coordonnées chez les chasseurs-cueilleurs, très efficaces que sont les Erectus, d'élaborer des langages de plus en plus opérationnels pour se coordonner. Et ensuite, la possibilité d'utiliser ce langage opérationnel dans des formes nouvelles quand on va, il y a 40 000 ans, quand l'Erectus, il y a 400 000 ans, va domestiquer le feu. D'accord. Donc ta question, c'est continuum ou émergence. Pourquoi vous n'avez pas mis en évidence ces moments forts
de changement dans un processus qui sont des moments d'émergence de nouveautés. Hein. Les deux nouveautés que je signale, l'invention de l'outil, qui suppose une pensée déjà réfléchie, hein, et bien sûr l'invention du langage qui va devenir symbolique, mais seulement avec le sapiens, quand lui, le sapiens, va inventer les sépultures, ce qui suppose une notion de l'au-delà. Okay. Or, ces moments déterminants me paraissent, moi, absolument fondamentaux dans le processus de formation de ce que nous appelons la conscience humaine. Parce que je vais choquer, c'est pour ça. L'émergence de la conscience et des outils est pour moi, maintenant, ce qu'on voit dans le monde animal, est qu'une illusion humaine, parce que les outils ont toujours existé, même chez l'animal. On sait que le truc classique, les corneilles, les perroquets, psyacidés, tout ça, utilisent des outils. Les primates, bien sûr, donc grands primates, hein, orang-outans, chimpanzés, bonobos, ils utilisent tous des outils. On a maintenant, récemment, à la ménagerie, démontré que les sangliers utilisaient des outils. Les crocodiles utilisent des outils. Et les crocodiles, ce n'est pas 3 millions d'années, c'est 250 millions d'années. Donc, les outils existent dans le monde du vivant. On pense à l'humain comme si c'était un être spécial. L'humain, c'est juste une espèce parmi 20 millions d'êtres qui existent. Et dans ces 20 millions d'êtres, ils ont toujours beaucoup montré des outils. Ça, c'est la première chose. Parlant à la conscience, vous dites qu'il y a une émergence de la conscience, mais une émergence de la conscience au niveau humain, comme si on se réveillait, tiens, il y a une conscience. Mais sauf que la conscience, elle est là en continuum depuis 4,5 milliards d'années, et parce qu'on n'a pas encore les outils intellectuels, sensibles, émotionnels pour capter cette conscience, mais qui existe depuis des milliards d'années. Mais on se dit, tiens, l'humain, comme il est super balèze, il est super divin, etc., il a créé la conscience, avec lui a émergé la conscience, mais la conscience existe déjà depuis des millions d'années, comme vos bactéries, comme vos mitochondries. Les mitochondries que nous avons, elles proviennent des bactéries qui, il y a 4,5 milliards d'années, et elles ne sont pas nées comme ça, poum. Il y a une évolution, et du coup, on parlait de langage articulé. Le langage articulé existe chez les psyacidés, les perroquets parlent, c'est pas pour autant qu'ils ont une conscience, ils en ont une, mais c'est pas une force de corrélation. Donc, en fait, il y a une telle... naïveté dans le fait de croire que l'émergence de la conscience est seulement humaine. L'émergence, elle est universelle, en fait. Et les animaux nous le montrent au fur et à mesure, à chaque fois, à chaque découverte, parce qu'on est obligé, en tant que scientifique, de produire des papiers dans des revues indexées à des comités de lecture pour dire ouais, ce que je dis, c'est vrai, parce que c'est publié. Le problème, c'est qu'en France, particulièrement, du moins dans le monde occidental, pour être scientifique, il faut publier dans des revues indexées. Maintenant, on sait qu'en plus, c'est pas si simple, dans le sens où il y a une mainmise je sais de quoi je cause au niveau académique des revues scientifiques et indexées, alors que dans certaines contrées, vous avez des vérités en fait empiriques qui n'ont pas forcément besoin d'être démontrées scientifiquement. Vous parlez de sépultures, les éléphants ont des sépultures, les loups ont des sépultures, les baleines ont des rites funéraires avec des morts, avec des baleineaux. Ils ont des chants, ils ont des comportements presque mystiques. Mais comme on est toujours dans l'humain, on croit que ça existe que chez l'humain. Est-ce que je peux, Norin, te demander... Norin, j'aurais volontiers poursuivi la question. Non, mais il me semble que l'art, justement, est une des grandes caractéristiques humaines. Je crois qu'on cite l'oiseau jardinier comme créateur d'art, simplement, et je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres choses dans la littérature. Est-ce que l'art ne serait pas, alors, la seule vertu humaine particulière ? La façon dont Jung conçoit, bien sûr, l'évolution psychologique, que ce soit en référence aux alchimistes ou à ses propres travaux personnels, doit justement nous libérer de cette illusion où on serait un peu comme sur une route. Vous savez, vous prenez votre voiture, et puis vous voyez maintenant on est, je ne sais pas, à Paris, puis on est à Chartres, puis on est à Rouen, puis après on est à Rennes. C'est-à-dire au fond que nous serions dans une
étape bien identifiable, bien distincte des étapes précédentes. En réalité, lorsqu'on est dans une étape, on est encore dans celle d'avant et déjà dans celle d'après. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fluidité de l'évolution qui empêche de vouloir, ou dissuade de vouloir tracer des espèces de frontières entre le moment A et le moment B, de sorte qu'on passerait de façon visible, comme depuis le traité de Tordesillas d'Alexandre VI, il y a des frontières entre États, j'avance un pied et puis voilà, je suis dans un autre État que 2 secondes avant. Ce n'est évidemment pas ainsi que se passe l'évolution, la transmutation de l'homme. Il y a une fluidité qui fait qu'il n'y a pas de réductionnisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la nouvelle étape n'est que la suite de l'étape précédente. Il y a une nouveauté à chaque fois constante liée au processus psychique, donc une avancée continuelle en quelque sorte. Même au travers des allers-retours, c'est comme la danse au Luxembourg, il y a une procession merveilleuse à Echternach, on fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. C'est un peu la vie humaine, mais on avance. Globalement, c'est une avancée, si vous voyez la chose, évidemment, du point de vue du tout. Et en tout cas, on ne peut pas... Alors, c'est une tentation redoutablement française. J'ai la chance de vivre beaucoup en Italie, en Espagne. Redoutablement française de mettre dans des cases et de dire, voilà, on est maintenant exactement à ce point-là. Mais comme aujourd'hui en physique, c'est parfois difficile d'identifier où se trouve la position de quelqu'un. Donc, on se rend compte qu'en définitive, c'est le processus qui l'emporte sur la localisation ponctuelle. Et que c'est vrai aussi du point de vue des personnes. Il y a d'ailleurs une illusion très souvent dans le domaine psychologico-alchimique lorsque la personne dit « Ah, maintenant, ça y est, c'est fini. Avant, j'étais pas bien, j'étais malade, maintenant, je suis bien. » Alors qu'en fait, c'est évidemment un processus beaucoup plus complexe. Oui, moi j'entendais plus me situer dans la contemporanéité, dans un axe horizontal plutôt que dans un axe vertical. C'est un peu pour répondre à Gérard. Je n'entendais pas montrer un processus historique, mais plutôt l'actualité d'un débat tel qu'il était traité aujourd'hui dans des instances consacrées. Le Collège de France, c'est pas rien. Bon, voilà. Donc la question, c'est de savoir comment ces débats, on peut s'en emparer, y compris avec une sensibilité théillardienne, et trouver peut-être des points de compromis avec des zones de recherche qui viennent de différents horizons. C'est un peu ça. Donc je ne voudrais pas faire trop irénique. L'actualité du débat, elle est toujours marquée par les traditions dans lesquelles on vient. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a une vision plus holistique, plus globale. Je l'ai dit, j'ai avancé aussi l'idée que, quand on regarde de près aussi un certain nombre de textes magistériels, on voit qu'on a, de l'Église catholique, on a à prendre en charge le tout. Mais ça ne doit pas se faire aux dépens de ce qui est aussi constant, c'est cette volonté d'humanisation. Et justement, je pense qu'il ne faut pas non plus fonctionner de façon trop binaire. Ce n'est pas l'homme ou l'animal, c'est la façon aussi de penser, les liens, et plus que ce qui pourrait éventuellement nous distinguer. Donc moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de voir aussi les modalités de symbolisation, parce qu'effectivement, le langage est une modalité de symbolisation. Et voir ce qui distinguerait, conditionnel, une symbolisation animale et une symbolisation humaine. Y a-t-il là un continuum ? Vous semblez effectivement le dire. Y a-t-il une spécificité ? S'il y a une spécificité humaine, sur quoi est-ce qu'elle porte ? Puisque la grande thèse de Schaeffer, que je vous invite à lire, s'intitule « La fin de l'exception humaine ». Mais qu'en est-il à ce moment-là de la conscience ? Est-ce que la conscience est liée spécifiquement à ce que l'on a pu dire dans une tradition occidentale, et qui est évidemment aujourd'hui à être ouverte à d'autres, spécifiquement à notre appartenance à ce qu'on appelle la finitude, à la conscience de la mort, alors qu'on découvre tout à fait aujourd'hui que les animaux ont une conscience beaucoup plus forte qu'on ne pensait. Vous voyez, donc ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui en vraie discussion. Mais je ne voudrais pas qu'au nom d'une forme de remise en cause d'un anthropocentrisme,
d'un anthropocentrisme. C'est vrai. Hein. On passe à un grand tout indifférencié dont on ne voit absolument plus la place de l'humain. Alors c'est ça qui m'importe. Et effectivement, la question de la conscience est un des paramètres, mais pas le seul. Oui, tout à fait. Il y a... Oui, Hilaire. J'avais une question à vous poser. Je ne suis pas du tout scientifique, mais j'ai une question à vous poser. Je comprends très bien le continuum de conscience. Par contre, l'émergence du symbolique, qu'est-ce que vous en faites ? Parce que chez l'homme, elle est tout de même particulière. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ne parle pas de degré de conscience. Il y a les degrés de conscience animale. Enfin, je veux dire, voilà. Dans mon esprit, ça serait plutôt ce paysage, si vous voulez. Parce que le degré du symbolique de l'homme, il en a fait quelque chose. Il n'est pas resté au stade latent ou au stade initial. Il est devenu créateur, puisqu'on devient même créateur de nous-mêmes aujourd'hui. Donc, cet état de conscience de l'homme va très très loin avec le pouvoir de l'imagination, tel que pouvaient l'envisager Nicolas de Cuse ou Giordano Bruno, qui étaient des théologiens de la Renaissance sur lesquels j'ai la chance de travailler. Alors, je voulais vous demander justement, ce continuum et ces états de conscience dont vous parlez, c'est très, très, très évident. Mais qu'est-ce que l'on fait de cette émergence du symbolique chez l'homme, qui est tout à fait singulier et étonnant? Enfin, je n'ai pas de réponse, bien sûr. Concernant le symbolisme humain, je ne sais pas. Mais je suis d'accord avec vous. J'ai envie de faire une remarque plus globale, qui est la suivante. Il y a toujours une tentation qui consiste à vouloir défendre, on peut dire, une dignité ou une différence en rabaissant celui qu'on place à l'échelon en dessous. Ça peut exister en théologie lorsque finalement, pour glorifier justement le don de la grâce divine, on limite, on appauvrit la nature humaine. Ça peut aussi être, alors dans un cadre plus philosophique peut-être, lorsque pour exprimer cette indéniable singularité humaine, spécificité humaine, on procède en rabaissant plutôt les animaux, en disant oui voilà, l'homme il est quand même super, puisque les animaux c'est quand même nettement en dessous. Je crois que du point de vue épistémologique, on pourrait dire que c'est une mauvaise méthode. Il s'agit plutôt de faire scintiller ce qu'il peut y avoir de formidable, pas tellement en disant oui, mais il n'y a que lui et les autres rien du tout, mais plutôt en montrant que ça participe d'une totalité, mais d'une totalité qui n'est jamais uniforme, tout simplement. Oui, alors là-dessus, il faut rentrer dans des débats qui sont très, très âpres et très difficiles actuellement sur la dignité humaine et dignité animale. Donc vous avez différentes façons de solutionner la question. Moi, je prends par exemple le travail d'une de mes collègues qui est à Besançon. C'est au nom de la dignité humaine que la dignité animale doit être promue. Et ce n'est pas justement parce que il y a une différence ou qu'il n'y a pas de différence. Là, il faudra aussi être un peu clair là-dessus. Que les choses doivent être engagées. Donc là, il y a aussi des questions d'orientation un peu globales. Et je comprends tout à fait la légitimité et l'ouverture nécessaire à la question de la conscience animale. Ça, c'est vraiment un point très important qu'il faut vraiment travailler aujourd'hui. Mais en conséquence, qu'est-ce qu'il en devient de ce qui est le spécifique de l'humain? Oui, il y avait une question là-bas. Pas une question, tout en haut, vous pouvez vous lever, qu'on vous voit. Me rassied, c'est plus facile. Ma question n'est pas une question de spécialiste, mais plus une question de préoccupation commune. Jean-Claude Petit, vous avez, dans la première partie de votre intervention, fait rappeler le synode d'Amazonie et son importance. Et selon votre spécificité, anthropologue culturel, si j'ai bien compris, enfin je ne sais plus exactement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prise de conscience de l'être, enfin, ou du chrétien, enfin je ne sais pas exactement comment exprimer, que dire, et prise de conscience, enfin, à la fois des Amazoniens d'eux-mêmes et de l'Église, de leur spécificité, et trouver donc des moyens en vue d'une meilleure évangélisation, qui est la finalité en quelque sorte,
Et l'évangélisation, c'est l'humanisation au sens humain-divin. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire. C'est surtout la première partie qui m'intéresse dans ce que vous avez dit. C'est la question de la prise en compte de la diversité déjà humaine. Et je pense que nous aurons fait un gros progrès, et le pape nous y encourage, quand nous serons sortis de notre représentation européocentrique. Voilà, première chose, où nous avons effectivement, et vous le dites pour les revues scientifiques, mais pas que pour les revues scientifiques, nous avons colonisé de nos représentations du monde l'ensemble d'une partie de l'univers, parce que ce sur quoi le synode a spécifiquement travaillé, c'est les peuples en isolement volontaire, les indigènes, ceux qui ont des modes de vie et des représentations complètement différentes des nôtres, ce qu'on appelle cosmovision, où on a à prendre en charge déjà au plan humain cette diversité humaine. Et je pense que aujourd'hui, le pape le dit, il y a vraiment une urgence, pas simplement parce qu'il y a des tribus indigènes qui risquent de périr, mais parce que ça serait une régression pour l'ensemble de l'humanité, de ne plus être capable de porter cette diversité qui nous reste. Or là aussi, il y a urgence. Donc, je le dis de façon un peu polémique et maladroite, soit on fonce dans l'écologie profonde, soit on est dans l'écologie intégrale. Et l'écologie intégrale, c'est effectivement prendre en compte tous les êtres vivants, mais aussi accorder une place et une réflexion spécifique sur l'humain. Et là, il y a vraiment une conversion globale à faire. Alors effectivement, est-ce que c'est dans une perspective d'évangélisation ? Vous avez tout de suite rabattu la chose en disant l'évangélisation, c'est aussi l'humanisation. Et ça m'importe. Mais qu'on ait déjà une conscience de cet enjeu-là, moi ça m'importe, parce que ça détermine aussi nos façons de concevoir dans les mondes spécifiques dans lesquels nous sommes, avec nos représentations spécifiques les uns et les autres, une recherche qui me semble assez théardienne d'une convergence. Voilà. Je crois qu'il y avait une question sur la droite. Il me semble souvenir que Teilhard de Chardin a dit que s'il n'y avait pas de conscience dès le début de l'univers, il n'y aurait pas conscience aujourd'hui. Je rapproche ça des découvertes de la mécanique quantique, en ce sens que quand un quanta, électron, photon, etc., donc se présente sous forme d'onde, et qu'on veut le mesurer, il se transforme immédiatement en particule. Et cette particule se trouve soit à droite, soit à gauche de l'endroit où l'onde était. Et qu'on peut retrouver ça simplement sous forme de calcul des probabilités. Or, pour le peu de calcul de probabilité que j'ai fait, un des fondements de calcul de probabilité, c'est le nombre de degrés de liberté. Or, je rapproche tout à fait liberté de conscience. Je pense que liberté est vraiment quelque chose d'indispensable pour que la conscience émerge. Et je me demande dans quelle mesure la conscience, effectivement, n'existe pas simplement depuis les animaux, comme nous en avons parlé jusqu'ici, mais aussi chez les plantes, et là, on a fait des découvertes assez étonnantes ces dernières années, mais même au point de vue au niveau des minéraux, qui sont peut-être pas aussi inconscients qu'on pourrait le penser. Merci. Quelqu'un veut-il réagir ? Alors, je n'ai pas compétence à répondre à des sujets, mais beaucoup de choses me touchent beaucoup dans ce qui a été dit. Et deux choses, peut-être, j'ai envie simplement de dire qu'il n'est pas vraiment une réponse, mais peut-être qu'ils peuvent aider d'autres à formuler une réponse. La première, c'est que, et Jung en était tout à fait conscient, faire un inventaire des choses qui les distinguent de façon trop précise n'est plus possible, justement à cause de cette pensée du tout. Je pense par exemple aux notions d'esprit et de matière. La matière, profondément, c'est d'abord de l'information, de l'énergie. C'est à la fois quelque chose qu'on peut aborder sous tel point, et sous tel aspect, et sous tel autre. Ça, c'est la première chose, le premier aspect que peut-être je veux dire. Le deuxième, c'est que pour Jung,
notre avenir nous précède. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est la question du temps, dans un chemin de vie, d'une certaine façon, nous devenons ce que nous sommes déjà et que nous avons encore à devenir, ce que nous sommes peut-être tout à fait au départ. Voilà. Moi, dans cette pensée du tout, je veux pas que, enfin, je ne souhaite pas qu'on passe par pertes et profits toutes nos traditions millénaires de sagesse. Dans une pensée du tout comme le livre de la Genèse, il y a quand même cette émergence et qu'il faut sans doute apprendre à lire différemment de l'humain, du phénomène humain. Dans cette pensée du tout, il y a aussi la tradition des psaumes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, pour que l'homme tu t'en soucies. Et ça, c'est pas en dehors de tout l'environnement humain. Oui, madame, là-bas. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à ma retraite, j'ai travaillé en informatique. Pour moi, le monde, ça a été une chose formidable, ça s'est ouvert. Mais sur le plan humain, on se dirige vers le matérialisme, pas vers l'humanisme. Alors il faudrait avoir une conception pour ceux qui sont soumis et pour ceux qui dirigent. On peut tous se soumettre de la même façon et diriger de la même façon. J'ai fait l'expérience, moi j'étais jamais chef, mais j'ai réussi à faire que la soumission avec le chef comment je vais dire, on se fonde l'un dans l'autre quand c'est bien vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on ne sait plus qui est chef, on ne sait plus qui est... Si on fait chacun bien son travail et qu'on se respecte humainement, on se fonde l'un dans l'autre et... Ce que vous dites, madame, me fait penser beaucoup à un philosophe qui s'appelle Quignou, qui a fait une déclaration il y a quelques années retentissante. Le matérialisme, ça ne se discute pas. Eh bien justement, on est là pour discuter des présupposés du matérialisme, ou de toutes nos visions respectives d'ailleurs, et de voir à quel aussi appel, conversion, restructuration de nos connaissances de base, on est appelé. Moi, c'est ça qui me semble important. Donc, éviter des formes de fondamentalisme fondationniste, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Or, tout ce qu'on fait ici pour élargir les uns les autres nos horizons, c'est éviter de tomber dans le fondamentalisme, dans les deux aspects, et on a tous en puissance, une vision qui peut devenir vite impérialiste. Voilà, et c'est à mon avis d'abord une leçon de tolérance. Donc je vous remercie pour ce que vous dites. Bonjour. Une question pour Monsieur Vibrac, je pense, mais d'autres personnes peuvent répondre. Oui. Vous avez évoqué l'alchimie. Vous avez dit qu'au fil des âges, l'énergie de l'inconscient poussait l'homme vers plus de spiritualité et aussi plus de matériel, et que c'était la même chose. Ma question donc porte sur la relation, si vous la construisez et la posez, entre le spirituel et le matériel. Eh bien justement, on a souvent opposé de façon un peu simple le matérialisme et le spiritualisme. En fait, ce ne sont pas tellement deux mondes clos, mais le matériel et le spirituel sans se confondre. Vous avez dit c'est la même chose, c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est que ultimement, ce sont deux regards sur une réalité d'abord profondément une, ce qui est peut-être une façon un peu plus nuancée de dire les choses. Mais indéniablement, pour les alchimistes du Moyen-Âge, la transmutation extérieure, l'or qui est le plomb transformé en or, ça doit accompagner la transformation intérieure de nous-mêmes. Donc la réalité, elle est, si vous voulez, elle n'est pas uniforme, mais elle n'est pas non plus dualiste.
Le lien entre le rapport entre la matière et l'esprit n'est pas simplement d'un dualisme, qu'on dit quelquefois cartésien, avec une conception très mécaniciste, on pourrait dire, de tout ce qui est matériel, mais qui n'est plus possible aujourd'hui, heureusement, dans le monde de la science, me semble-t-il. Mais ce sont deux dimensions, deux aspects d'une réalité, et en même temps, une ne veut pas dire confuse, comme l'a très bien dit mon voisin tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'être une espèce de grand bohu auquel on devrait aboutir. Bien entendu, cette unité est une unité qui distingue en son sein des richesses et des niveaux, bien sûr. Mais pas sous le mode d'un dualisme ou d'un antagonisme. C'est ça que j'ai voulu dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il y a une citation de Peggy qui me revient en tête. Hein. Le spirituel est couché dans le lit de camp du temporel, du matériel. Donc, dissocier le spirituel du matériel, dans certains cas, c'est totalement ruineux. Hein. C'est une partition de l'esprit qui ne correspond pas véritablement à une appréhension. Et puis, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir en tête les modalités de structuration de nos disciplines. Et dans le monde occidental, des partitions ruineuses. Au Moyen-Âge, philosophie, théologie, science. Oui, mais on oublie l'alchimie, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, il y avait tout ce qu'on appelait les parasciences, donc on est tout à fait dans un autre monde. Et faire droit aussi aujourd'hui aux différents savoirs, je pense à l'astrologie, je pense évidemment à la cosmovision indienne, nous aide à ne pas nous enfermer, et c'est ça l'enjeu. Si vous voulez, ce que je constate dans beaucoup d'endroits, c'est qu'à la fois il y a un grand désir d'ouverture, et puis on est évidemment ouvert maintenant beaucoup plus aux différentes sagesses du monde, mais en même temps on risque aussi de rester très prisonnier d'un certain type de représentation, et c'est ça qu'il faut articuler. Oui, il y avait une question tout en haut là-bas. Oui. Oui, merci. En fait, vous avez beaucoup parlé, je trouve, de la conscience qu'un individu, en particulier un humain ou un animal, peut avoir ou n'a pas, et dans quelles conditions il l'a ou il ne l'a pas, ou elle se développe. Il y a la conscience aussi dans le sens de prendre conscience finalement d'appartenir à une famille, à une société, à l'humanité et à l'univers, ce qui est une autre manière d'employer le mot conscience. Et donc je voulais vous interroger pour que vous parliez un petit peu de cette autre manière d'employer le mot conscience, et surtout de voir si en ce moment, dans notre vue très individuelle, tout est individualisé, et l'individualisme fait qu'on rapporte beaucoup les choses à l'individu, et que justement, est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à perdre de vue l'autre sens du mot conscience ? Donc, conscience collective, Monsieur Vibrac, vous l'aviez évoqué dans votre présentation. Oui, alors on parle de l'individualisme contemporain, mais qui a un peu un double visage, parce qu'il peut masquer derrière la mise en valeur soi-disant de l'individu, en fait, c'est une atomisation. Ce n'est pas un individu dans le sens d'une individuation, parce qu'évidemment, l'individuation véritable, la singularité véritable, me situe toujours en vis-à-vis. Comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de la cure analytique, c'est-à-dire quelqu'un qui devient soi a en face de lui un autre soi, c'est-à-dire l'autre. Ce n'est pas l'individuation au sens jungien ne signifie absolument pas se fermer de façon, on pourrait dire, atomistique à tout ce qui est autour et aux autres. Donc le risque peut-être effectivement de notre société, c'est que non pas justement, j'allais dire, l'individualisme, c'est pas assez, ne prêche pas par trop d'individus, mais pas assez. Par un faux individu qui n'est qu'en fait une espèce d'atome, c'est-à-dire, au fond, un élément d'une espèce de structure mécanique. On n'a qu'à voir l'ordre économique, c'est tous les problèmes liés à l'économie, dans le cadre de la mondialisation, qui n'est plus qu'un élément, mais alors atomistique d'un tout, parce qu'on ne peut pas le diviser, et mais pas quelque chose de vivant et appelé à une évolution, un processus d'élargissement et d'ouverture à l'autre.
Oui, moi je vais faire une réponse théillardienne et personnaliste de base. Je pense que l'individu, c'est la version la plus abattardie de la personne. Et Teilhard et Mounier étaient favorables à l'émergence de la personne, mais qui n'a rien à voir avec toute forme de repliement sur soi, d'égocentrisme, etc. La personne n'existe que dans un univers plus large, et cet univers plus large, c'est évidemment celui de la communauté. Donc comment est-ce qu'on passe de la collectivité à la communauté dans ces différentes modalités? L'entendez pas simplement au sens religieux, au sens d'organisation humaine suffisamment consciente d'elle-même. Donc, alors après, est-ce qu'une conscience collective existe? Ça, je demande parfois à le voir. Les sociologues s'interrogent beaucoup là-dessus, comme autrefois quand ils étaient tous marxistes sur la conscience de classe. Bon, voilà. Non, c'est plutôt de voir comment cette harmonie entre l'individuel et le collectif peut être organisée de façon heureuse. Bon, évidemment, maintenant, on n'a plus tellement trace des collectivismes qui nous ont vraiment ruinés, mais il faut quand même qu'on soit capable de penser aussi cela dans un ensemble plus vaste encore, qui s'appelle la totalité. Nora, est-ce que dans le monde animal, même si vous ne prenez pas le terme conscience dans son acceptation traditionnelle, mais vous avez présenté beaucoup de conscience avec des cas individuels. J'imagine qu'il y a beaucoup de conscience d'appartenance à un groupe dans le monde animal. Oui, et avant de vous... Oui, du coup, je vais répondre en même temps par rapport à l'individu et puis l'aspect collectif. Moi, c'est pareil. Je ne vais pas parler de 36 000 détours. L'individu est un concept en fonction de son contexte. L'individu n'est pas du tout un terme totalement hermétique et clos. C'est un concept. Vous êtes fait de millions de bactéries. Si j'enlève vos bactéries, est-ce que vous restez le même individu? Oui, certains diront oui, bien sûr, mais d'autres diront non, parce qu'en changeant votre bactérie, vous avez changé vos comportements, vous avez changé carrément votre façon de penser, votre façon de réagir par rapport à l'environnement. Est-ce que vous êtes les mêmes individus? Et pourtant, vous êtes le même corps. C'est juste, j'ai changé juste quelques bactéries. Donc, vous voyez que, et je vais encore aller plus loin dans la démonstration. Si on travaille avec des animaux qu'on appelle eusociaux, les eusociaux, ce sont des animaux, tout ce qui est par exemple termites, fourmis, abeilles, où on voit que l'individu n'existe pas. L'individu, en fait, est l'organisme. La fourmi fait partie d'un organisme vivant qui est la fourmilière, ou le termite, la termitière. On ne parle pas de l'individu de la fourmi, on parle de l'organisme qui est fourmilière. Mais on sait aussi que la fourmi, a aussi une individualité. Parce que lorsqu'on fait certaines expériences avec les fourmis, on se rend compte qu'il y a des choix individuels. Donc du coup, ça dépend du contexte dans lequel et l'échelle que vous mettez sur le terme individu, qui n'est juste qu'un terme, encore une fois, un concept. Puisque si vous parlez de l'organisme termitière, vous allez voir toute la structure, physiologie, structure à notre fonction, donc structure et fonction, et réaction comportementale, etc., de la fourmilière. Vous prenez la fourmi, vous avez parlé de la fourmi, et quel que soit, en fonction de votre niveau de compréhension de l'entité, vous allez dire la fourmilière est un individu, ou alors la fourmi est un individu. Comme moi, je vais vous dire, la bactérie qui vous êtes à l'intérieur de vos intestins, qui vous aide à digérer la cellulose, tout ça, ils ont le droit aussi d'être un individu. Mais vous êtes un individu, mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes la même personne si je vous retire toute votre famille? Est-ce que votre repère, c'est votre famille, votre travail, vos amis? Quel sens vous donnez à le mot individu? Les animaux, c'est pareil. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'une pierre est un individu? Oui. Autre question? Oui, mais c'est tout à fait compréhensible dans une certaine logique. Et c'est une forme de nominalisme. Donc après, une fois qu'on a accepté les prémices, c'est logique. En fait, je ne suis pas trop dans tout ce qui est isme ou autre. Moi, je vois juste la vie comme elle est, et surtout comme une façon plus
humble de voir comment, en fait, que chaque chose n'a de définition que par rapport au contexte et surtout aux valeurs qu'on leur donne. Si vous donnez une personne la valeur que vous voulez qu'elle ait, elle aura cette valeur-là. Donc, c'est tout. On va prendre une question devant, oui. Pour éclairer ma compréhension de la conscience, je voudrais que vous m'expliquiez le distinguo que vous faites entre conscience et pensée. Parce que, en fait, la pensée telle qu'elle existe peut expliquer beaucoup de comportements animaux, végétaux et voire minéraux. Alors, quel est le distinguo que vous faites entre les deux? C'est une question d'échelle. Si vous me posez la question à moi, pour moi, la pensée est quelque chose de plus physiologique, métabolique, dans le sens où on peut avoir une production de pensée avec une base anatomique, le cerveau, etc. Donc cortex, par exemple, pour les mammifères supérieurs, ou palladium pour les oiseaux. Si on parle de conscience, pour moi, on passe à un niveau supérieur d'être. Donc pour ceux qui... on sait maintenant, par exemple, que le corps physique n'est juste qu'une partie de votre corps. Vous avez aussi des corps subtils. Que vous croyez ou non, les animaux, les humains, enfin tout organisme vivant possède des corps subtils, des auras, en fait, des corps magnétiques qu'on peut même visualiser avec des appareils photographiques comme l'effet Kirlian, où vous faites une photo, vous voyez en fait vos couches énergétiques. Et ça, on le voit aussi par rapport aux animaux qui ont... un exemple, vous allez quand je dois capturer par exemple un animal sauvage, l'animal lui-même, il a son corps physique que vous voyez, mais il y a aussi tous ces corps subtils qui sont en fait ces champs en fait énergétiques. Et on peut le voir lorsque, par exemple, ces champs-là dépendent des espèces. Si je prends un chevreuil, par exemple, ses corps vont être plus grands et on va traduire ça par des distances de fuite. Vous pouvez approcher un chevreuil assez stressé à 20 mètres, par exemple, mais il suffit que vous fassiez un pas, juste un pas, l'animal s'en va. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans son champ personnel. Et donc du coup, ce champ-là, est-ce que vous appelez conscience? Est-ce que vous appelez pensée? Ça dépend du référence, toujours pareil. Le souci, c'est que l'humain a tendance à mettre des mots sur des choses qui sont... À partir du moment où vous mettez des mots, vous cristallisez quelque chose qui est dynamique, qui est toujours en mouvance et qui est toujours en évolution. Et c'est difficile en fait de répondre à une question qui est toujours en mouvement. C'est comme si je vous disais, on va conserver l'eau de la rivière. Vous allez prendre l'eau de la rivière, vous la mettez dans un bac et puis vous la mettez dans le frigo. Vous n'allez pas conserver la rivière. La rivière, c'est un concept. Si vous enlevez l'eau, elle tarit, mais la rivière est un concept. Donc la conscience, pour moi, c'est ça. Vous ne pouvez pas mettre ça dans des cases. Vous pouvez, par contre, l'approcher en fonction d'un contexte particulier. Oui. Peut-être une chose aussi pour ne pas donner une fausse image de la pensée de Jung, qui parfois a été aussi reprise par des courants New Age ou autres, il y a quand même une dimension de la rencontre chez Jung, c'est-à-dire que bien sûr il y a cette libido, cette force qui est en nous, ce chemin intérieur qu'on fait soi et que personne d'autre ne peut faire pour nous, mais qu'on fait soi, c'est-à-dire pas l'ego, hein, bien entendu, parce que l'ego c'est une représentation très enfermante que nous avons de nous-mêmes, mais notre soi profond c'est lui qui doit fleurir. Mais à un moment donné, ce cheminement, cette traversée intérieure, cette transmutation personnelle ne peut pas se faire sans la rencontre de l'autre. Et bien sûr, cela prend une dimension chez Teilhard de Chardin à laquelle Jung était ouverte, qui a lu Maître Eckhart, en disant que d'une certaine façon, cette espèce de divinisation de l'homme, évidemment, ce n'est pas simplement une auto-divinisation, en quelque sorte un bouillonnement personnel, mais à un moment donné, il y a la rencontre personnelle de l'autre, qui évidemment pour Teilhard était cette rencontre avec Dieu. Oui, sans doute un certain nombre de personnes ici connaissent ça, mais j'ai eu récemment connaissance des travaux d'un docteur qui s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, qui parle effectivement de la conscience, qui distinguait deux choses. Enfin, c'est un docteur, hein, je crois qu'il travaille à l'INSERM, et qui fait des recherches avancées, et il distingue la conscience analytique
que chacun peut appréhender assez facilement, et la conscience intuitive neuronale. Alors, et je dirais, au travers de cette conscience intuitive neuronale, ça ouvre des perspectives, me semble-t-il, à la fois de communication et de convergence, je pense, forte aussi. Merci, si vous pouviez nous en parler, si vous avez connaissance de ces travaux, et qui sont déjà un peu anciens, ça date déjà d'une dizaine d'années, me semble-t-il, d'après ce que j'ai cru comprendre. Non, personne ne semble connaître. Non, monsieur. Si, mais la question, moi, c'est de garder un champ unifié de la conscience qui m'importe. C'est de savoir effectivement qu'on peut faire des typologies, et là on rentre effectivement dans des représentations. Bon, par rapport à la question antécédente, moi, ce qui me préoccupe, c'est que, bon, la pensée, effectivement, c'est un exercice de symbolisation, mais c'est aussi un exercice qui va refléter un état de la conscience, et la conscience a aussi besoin, donc ça serait la boucle de rétroaction systémique de la pensée. Comment garder ce sens de l'unité sans tomber dans des parcellisations excessives et des explications monocausales. Et donc là, je trouve que c'est intéressant de réfléchir sur la dynamique entre pensée et conscience. Et effectivement, les sciences neuronales nous ont apporté des éléments complémentaires. Voilà ce que je dirais. On va prendre une dernière question. J'ai rencontré un père dominicain qui m'a dit maintenant, il ne faut surtout ne plus dire Dieu créateur, mais dire Dieu stimulateur. Je lui réponds immédiatement, il faut surtout... Je lui réponds immédiatement, n'oubliez pas le T, il s'est mis à rire, mais il m'a dit, dans notre civilisation actuelle, il faut que l'homme se sente stimulant, car il a été fait par un Dieu stimulateur et non pas simplement créateur. Oui, je crois, enfin, on sommes très loin de Jung, mais dans la stimulation, quoique tout soit très stimulé chez Jung. Mais là, je parle plutôt en historien aussi du Moyen-Âge et de la philosophie du Moyen-Âge. Quand on a la conception philosophique de la création, bien sûr, il y a tout l'aspect théologique, mais il y a aussi l'aspect philosophique, ce n'est pas simplement une dépendance. C'est aussi, vous trouvez ça par exemple dans un texte de Thomas d'Aquin qui s'appelle le De Potentia, ça veut dire de la puissance. Ça veut dire que d'une certaine façon, la puissance du Dieu créateur se manifeste au travers de la puissance des créatures et pas en rivalité avec elles. C'est-à-dire que parler de création ne veut pas dire Dieu a tout fait, les gens s'écrasent simplement devant lui ou dépendent simplement de lui, mais que la force de Dieu passe aussi au travers de la force et de la créativité, bien sûr, de ceux qu'il a créés. C'est au cœur même de cette notion de création. Ok, merci à tous. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement nos trois intervenants de ce soir pour avoir répondu aux questions. Voilà. Et donc pour ceux qui pour ceux qui sont inscrits au concert ce soir, oui, nous vous donnons rendez-vous donc à l'église Saint-Ignace qui est juste à côté, plutôt par là, et qui sera ouverte à partir de 19h. Donc pour ceux qui veulent prendre des places, peuvent arriver à partir de 19h. Le concert est ouvert à tous. Voilà, merci beaucoup et à demain. Thank you.